Et du coup, on va commencer. Donc, on vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré au diagnostic technique global. Je m'appelle Lali, je suis chargée de communication à l'OFIB et voici ma collègue Stéphanie qui, quant à elle, est chargée de clientèle. On est donc ensemble pour 30 minutes chrono. Avant de commencer, petite précision, préalablement à notre webinaire, nous avons reçu un certain nombre de questions par mail de votre part. Nous avons retenu celles qui revenaient le plus souvent et on va les traiter lors de notre session questions-réponses. Et à cette occasion, on accueillera Stéphane Ramon, ingénieur expert, qui nous apportera son témoignage sur le sujet. Et si à l'issue de la séance, certaines de vos questions sont restées sans réponse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à webinar@ofibformation.com. Donc vous voyez l'adresse qui s'affiche sur la slide du document qu'on vous présente. Donc finalement, voilà comment nous allons procéder. Dans un premier temps, nous allons vous présenter rapidement notre organisme, ce qu'on y fait, ainsi que notre offre. Ensuite, nous allons développer les 5 points clés du diagnostic technique global. Et enfin, nous terminerons par la séquence de questions-réponses. Et ce webinaire sera également disponible en replay. Donc si c'est tout bon pour vous, cette fois, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Alors, en quelques mots, l'OFIB est un centre de formation qui existe depuis 2004 et qui est spécialisé en immobilier et bâtiment. En immobilier, nous formons sur toutes les thématiques autour de la vente, de la location, de la gestion et du diagnostic des biens immobiliers. Et en ce qui concerne la partie bâtiment, nous formons sur toutes les thématiques autour de la conception et la réalisation d'ouvrages neufs et la rénovation d'immeubles. Finalement, nos clients, ce sont des agents immobiliers, des administrateurs de biens, des syndics, des bailleurs sociaux, mais aussi des asset managers de grosses entreprises, des architectes, les professionnels de la maîtrise d'œuvre en général et les entreprises du BTP. On est également spécialisé dans la formation expertise en bâtiment. Une info géographique, on intervient sur l'ensemble de l'Hexagone, que ce soit en inter ou en intra pour répondre à vos besoins. Et tous nos formateurs sont des professionnels formés à la pédagogie pour adultes. Côté qualité, notre organisme est aussi certifié conformément au décret qualité. Et vous pouvez retrouver notre offre complète ainsi que notre calendrier sur notre site internet www.ofib.fr. Bien, passons maintenant au sujet que vous attendez tous, le diagnostic technique global. Donc tout d'abord, une remise dans le contexte obligatoire. Voici quelques informations pour bien comprendre la situation dans laquelle évolue le DTG. En matière de copropriété, ce qu'on sait, c'est que la réglementation et la gestion de ce type de logement est plus complexe et difficile à appréhender par monsieur tout le monde. Dans une maison, il n'y a pas de millième, pas de règlement, pas d'appel de charge et on a rarement des ascenseurs. C'est pas facile d'être propriétaire à plusieurs et c'est encore moins facile quand c'est un tiers qui s'en occupe. Mauvaise communication, absence d'information et même incompréhension. Du coup, la copropriété est une source de conflits considérables qui ont tendance à cristalliser toute tentative d'action, notamment en matière de travaux. En effet, ce mode de logement concerne 15 millions de Français. Sur les 600 000 copropriétés en France, près de 69% sont des petites copropriétés de moins de 10 logements et 53% d'entre elles sont antérieures à 1949. De plus, 44% de ces logements appartiennent à des bailleurs peu sensibilisés aux travaux et à la gestion de la copropriété. Comme on le constate, la copropriété est avant tout un phénomène urbain. Pour preuve, la région Île-de-France représente à elle seule près de 30% des copropriétés en France. Ce logement est bien évidemment amené à s'accentuer avec le phénomène de concentration des populations et la raréfaction des terrains constructibles dans certaines agglomérations. Et pour aller plus loin, en plus de ces données chiffrées qui parlent d'elles-mêmes, la loi ALUR instaure la réalisation d'un diagnostic technique des copropriétés sous certaines conditions que nous allons détailler au fur et à mesure de la présentation. Donc, concernant les copropriétés, les objectifs de la loi ALUR sont multiples. Le premier, l'instauration d'une prévention. Pourquoi ? Afin d'identifier les difficultés et faire en sorte que les copropriétés ne tombent plus en difficulté. Autre objectif, l'encadrement du fonctionnement des copropriétés renforcé. Le but ici étant de réguler les coûts pour amortir leur impact sur les locataires et ainsi pérenniser le développement de ce type d'habitation. Troisième objectif, une meilleure protection pour les futurs copropriétaires. Et oui, l'idée est d'optimiser le pouvoir d'achat des ménages
et l'augmentation des prix qui en découlent. Un quatrième et dernier objectif, Lali, pour ne pas en citer plus, la transparence de la gestion des copropriétés afin de limiter les abus encadrés par la loi Allure de Madame Duflot. Pour rappel, ce point était une revendication des associations de copropriété. Mais donc, on en arrive à notre premier point clé, Stéphanie, ce fameux DTG, il est obligatoire ou pas? Non, sauf pour les cas de mise en copropriété et de copropriété insalubre, le DTG est une démarche volontaire fortement recommandée. Le DTG, c'est un dispositif global de relevé et d'analyse du bâti constitué de presque 300 points de contrôle en vue d'assurer son avenir. En somme, c'est un vrai plus pour les propriétaires, surtout ceux qui souhaitent vendre ou louer leurs biens, car c'est un véritable outil de pilotage. En effet, il permet tout d'abord une analyse économique, puisqu'il a pour but d'identifier et de prioriser les dépenses sur 10 ans, permettant ainsi de provisionner un budget et d'éviter les situations d'urgence nécessitant un dépannage coûteux. Le DTG permet également aux copropriétaires de faire un point sur leur situation énergétique et les dépenses inutiles qui en découlent. Il comprend aussi des bilans sur les obligations réglementaires de maintenance, le but étant d'éviter les mauvaises surprises en cas de sinistre liées au non-respect de ces obligations, car dans ce cas, c'est l'assurance de la copropriété qui risque de ne pas couvrir les dommages. C'est aussi un outil de mesure de santé financière d'une copropriété, en vue d'assurer la faisabilité des travaux, un nouvel atout pour séduire les acquéreurs en recherche d'un investissement pérenne. Il apporte effectivement un regard critique et objectif sur la gestion de la copropriété, améliorant ainsi la compréhension des activités de l'organisme en charge de la gestion. Enfin, le DTG permet de lutter contre l'immobilisme en matière de travaux. Pour le syndicat des copropriétaires, il fixe une ligne de conduite qui est le fruit de leur concertation. Car il est important de l'indiquer, Lali, et c'est ce qui nous amène à notre second point clé. Un bon DTG, c'est avant tout une bonne communication. En effet, le DTG comporte une dimension humaine importante et non négligeable. Il est nécessaire de s'intéresser à qui sont les occupants, à ce qu'ils veulent et à leurs problématiques, aux pathologies ressenties, à ce qu'ils peuvent ou veulent financer. C'est pour cela qu'il sera important de connaître la santé financière de la copro. Et enfin, il faudra prendre en compte les divergences de points de vue. Et cette préparation doit impérativement intégrer des réunions de travail préalables entre le ou les tiers qui réalisent le DTG et les acteurs de la copropriété. Une bonne écoute et une bonne communication permettront de bien cerner les enjeux de cette copropriété. Mais ce n'est pas la seule condition de la réussite d'un DTG. C'est ce qui nous amène donc au troisième point clé de notre webinaire. Un bon DTG, eh bien ça prend du temps. En effet, il faut prendre en compte l'organisation de réunions de travail, surtout au début et à la fin de la mission de DTG. Des réunions complémentaires pendant la mission, en cas de difficulté, restent incontournables. Il est nécessaire de recueillir toutes les informations et tous les documents, y compris dans les archives, les documents non connus du syndic en place. Il y a donc plusieurs paramètres à considérer. Le fait de porter une analyse critique sur les contrats de maintenance. Il faut également prendre le temps de réaliser une visite exhaustive de l'immeuble, des combles au sous-sol, en y intégrant la visite de logement. Il faut aussi apprécier la capacité d'investissement des copropriétaires, mais aussi évaluer et classer par ordre de priorité l'ensemble des travaux de conservation de l'immeuble, et cela sur les 10 prochaines années. Il faut surtout écouter les objections, partir des problèmes vécus par les occupants et chercher à les régler. Enfin, il ne doit pas se limiter à un simple constat, mais bien à une analyse de la situation. Et surtout, n'oublions pas non plus une autre étape importante qui est la restitution du DTG. Il doit être présenté au copropriétaire au cours de l'Assemblée générale qui suit sa réalisation ou sa révision. Pour rappel, une Assemblée générale n'a pas vocation d'être un lieu de discussion, c'est un lieu où l'on prend des décisions. Si le diagnostic démontre que des travaux sont nécessaires, le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale qui suit sa réalisation la question de l'élaboration d'un plan pluriannuel ainsi que les conditions générales de sa mise en œuvre. Donc ça comprend le contenu, le calendrier, l'évaluation financière, les modalités de financement, jusqu'au choix du maître d'œuvre. En revanche, si le diagnostic global réalisé ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les 10 prochaines années,
Le syndicat est alors dispensé de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic. Du coup, Stéphanie, un point sur lequel nous insistons dans le cas de votre formation, c'est qu'il existe toujours des travaux à minima d'entretien. Le zéro travaux, c'est techniquement impossible. Pour résumer, un bon DTG doit être un outil de gestion pertinent et non une simple compilation de documents ou un énième document que l'on range dans un placard. Mais qui peut donc réaliser ce fameux diagnostic technique global? C'est ce que nous abordons dans notre 4e point clé. Un bon DTG, c'est une équipe compétente. Effectivement, comme vous le constatez par vous-même, le DTG ne se résume pas à un seul et unique diagnostic, mais bien à un bilan global, à la fois technique sur les pathologies, la thermique, l'acoustique, réglementaire sur les normes de sécurité, d'accessibilité, le code de la construction ou de l'habitation, juridique dans le domaine des relations légales ou contractuelles avec les prestataires, ou encore dans le domaine assurantiel, et enfin financier. C'est d'ailleurs le décret paru au journal officiel du 30 décembre 2016 qui encadre les compétences requises par le tiers pour réaliser un diagnostic technique. On ne peut donc pas y déroger. Ce tiers peut être une personne morale, société ou groupement, ou une personne physique qui doit posséder un Bac+3 minimum dans le domaine technique du bâtiment. Cela peut aussi être un titre professionnel ou bien encore l'attestation d'inscription au tableau d'un ordre professionnel reconnu dans le domaine de l'immobilier ou encore une certification de qualification professionnelle de niveau équivalent. Ici, il s'agit du niveau 2. Petite précision qui a son importance, le texte ne mentionne aucune équivalence liée à l'expérience professionnelle. Et le tiers doit également fournir une déclaration écrite d'indépendance et d'impartialité à l'égard des fournisseurs d'énergie et des entreprises intervenant sur l'immeuble et les équipements. Effectivement, il ne peut recevoir directement ou indirectement pour lui-même ou ses employés aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation. Ce tiers doit évidemment être assuré responsabilité civile professionnelle pour ce type de mission. Ne pas déclarer cette activité à son assureur serait suicidaire. Là encore, le DTG ayant un spectre de prestations beaucoup plus large que le diagnostic technique SRU, la mention figurant sur l'assurance devra être explicite. Donc pour conclure, voici notre 5e et dernier point clé. Un bon DTG, c'est un tout en un. Pour les copropriétaires, il centralise et simplifie l'accès à l'ensemble des informations techniques, réglementaires et économiques de l'immeuble. Il ne se limite pas à une photographie de l'état actuel de l'immeuble, mais doit être un jugement approfondi sur cet état. Le bilan documentaire et réglementaire doit être l'occasion de faire le point sur les assurances de l'immeuble, sur les diagnostics, sur les déclarations de sinistres, sur les contrats de maintenance, mais aussi sur les documents régissant la vie de la copropriété, ou encore sur les obligations administratives, comme l'immatriculation de la copropriété ou la réalisation de la vue synthétique. L'état de santé financière doit permettre d'identifier les copropriétés en difficulté et leur capacité d'investissement. La prise en compte des besoins des occupants doit favoriser l'élaboration de scénarios de travaux crédibles. L'évaluation des travaux doit intégrer des éléments comme la vétusté, les périodicités de maintenance ou encore les délais d'intervention. Enfin, l'accompagnement de la copropriété doit encourager la mise en place du fonds de travaux et le vote des travaux, le cas échéant. Voici donc les éléments principaux à prendre en compte pour la bonne réalisation d'un DTG. Voilà, nous venons de vous délivrer les incontournables du diagnostic technique global. Nous accueillons maintenant Stéphane Ramon, qui est ingénieur expert, pour la séance de questions-réponses. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphanie, bonjour Lali. Donc on vous accueille aujourd'hui non pas en tant que directeur de l'OFIL, mais en qualité d'ingénieur et d'expert dans le domaine du bâtiment. Petite précision Stéphane, à ajouter pour nos participants, c'est que vous avez également pendant plus de 10 ans été diagnostiqueur dans le cadre de la certification CERCAL pour les bilans de patrimoine habitat et copropriété. Donc permettez-moi de saluer tous les participants et puis de souligner à quel point je suis ravi d'être parmi vous. Alors Stéphane, on a recensé un certain nombre de questions qui nous sont parvenues et une des questions qui revient très souvent, c'est de savoir combien coûte un DTG. Alors, je vois qu'on rentre tout de suite dans les choses qui fâchent.
Plus sérieusement, à titre indicatif, on estime que ce type d'audit peut coûter, pour être sérieux, entre 150 à 200 euros par lot principal. Alors ça dépend du type d'immeuble, bien sûr, et de la complexité des problèmes qu'on va rencontrer. Alors attention, il est recommandé que le prix proposé soit établi de façon détaillée, le nombre de logements qui seront visités, le nombre de jours de travail ou d'heures, les compétences des intervenants, le nombre de réunions, type d'enquête, etc. Alors ce prix pourra être négocié en fonction du travail déjà réalisé par d'autres spécialistes ou le conseil syndical. Et surtout en fonction de la précision des données déjà recueillies. Ok. On a eu aussi une question, cette fois c'était Jérôme qui nous l'avait envoyé, qui nous demandait si c'était la même chose que le diagnostic SRU. Alors non, on ne peut pas comparer les enjeux des deux missions. Qui dit SRU, quand on parlait de diagnostic SRU, on parlait d'une simple photographie de l'état technique de l'immeuble qui se limitait la plupart du temps à un constat des deux missions. Le diagnostic technique avant mise en copropriété, le DTG est plus complet et va plus loin. En créant le DTG, le législateur s'est inspiré de la mission d'audit global qui est proposée par plusieurs associations déjà. Autre question d'Antoine qui nous avait demandé si le DTG il était obligatoire en cas de vente. Ah, oui, mais s'il existe, et seulement s'il existe. Et puis, de toute façon, c'est seulement les conditions du DTG qui doivent être portées à la connaissance des acquéreurs. Rappelons que les éléments figurant dans le DTG doivent permettre de compléter le carré d'entretien. Alors ce carré d'entretien est quant à lui porté à la connaissance de l'acquéreur. Et tout à l'heure, je voyais qu'Éric nous demandait s'il devait s'intégrer au carnet de santé, qui est le futur carnet de santé numérique. Eh bien oui, forcément, il y aura fusion des informations entre le DTG et le carnet de santé numérique. C'est un point important. De toute façon, le DTG doit compléter le carnet d'entretien déjà obligatoire. Dernier point, il ne faut pas confondre le DTG et le DDT. Le fameux DDT, c'est le fameux dossier de diagnostic technique. Alors lui, il regroupe l'ensemble des diagnostics immobiliers en cas de vente et puis dorénavant en cas de location. Alors du coup, on rebondit sur le DTG. Quelle est la durée de validité de ce DTG? Alors la durée de validité d'un DTG, ça porte sur une période de 10 ans. Rappelons que si le DTG ne mentionne qu'il n'y a aucun travaux à réaliser, le syndicat des copropriétaires est dispensé pendant toute cette période de faire des travaux. Alors c'est presque un semi-régime de garantie sur le plan juridique. On avait Emmanuel qui, lui, nous disait qu'il était architecte d'une copropriété et est-ce qu'il était en mesure de réaliser lui-même le DTG? Alors oui, Emmanuel, à condition que vous ne réalisiez pas dans le même cadre la mission de maîtrise d'œuvre. Donc vous ne pouvez pas faire le DTG et la mission de maîtrise d'œuvre. Il est important de rappeler que le tiers qui réalise le DTG doit attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance vis-à-vis des tiers, qu'ils soient fournisseurs d'énergie ou entreprises intervenant sur l'immeuble. Alors pour bien comprendre, normalement, si on réalise le DTG, on ne peut pas réaliser la maîtrise d'œuvre. Alors il existe toutefois une exception, c'est quand le tiers a passé une convention avec le syndicat des copropriétaires qui l'a autorisé. Ok, d'accord. Donc il faut bien prendre en compte ces éléments avant de continuer. Nathalie nous demandait en quoi consiste l'analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale. Alors, ça consiste à réaliser un audit de la situation financière de la copropriété. On prend en compte la trésorerie, les impayés. En fait, il est indispensable de s'intéresser à la capacité d'investissement du syndicat des copropriétaires. Sinon, il y a peu de chances de déboucher vers l'élaboration d'un plan de travaux. Enfin, il est indispensable de réaliser un audit des contrats de maintenance et d'entretien de l'immeuble afin de déterminer les points pouvant être améliorés. Alors ces deux points font partie intégrante des compétences requises pour élaborer un bon DTG. Alors du coup, à quel moment doit-on organiser le vote du DTG? Alors surtout, il ne faut pas attendre l'AG annuel, l'Assemblée générale. Sinon, il sera trop tard pour le mettre à l'ordre du jour. Alors il faut donc anticiper, soit l'année d'avant, soit écrire par lettre recommandée au syndic ou au syndicat des copropriétaires pour que ce point soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale. D'accord, donc Lionel du coup avait rebondi aussi là-dessus. Lorsqu'une injonction est faite auprès d'une copropriété de faire le DTG, de quel délai dispose-t-on? Alors l'article L131-5 du Code de la construction précise que la copropriété qui fait l'objet d'une procédure d'insalubrité ou de péril, et qui est mis en injonction par l'autorité administrative. Alors l'autorité administrative, ça peut être la préfecture, le préfet ou le maire.
peut demander au syndic de lui produire un diagnostic et ils ont un délai de 1 mois pour le faire. Alors en cas de carence, par contre, il est important de souligner que si le DTG pourra être engagé par l'autorité administrative aux frais avancés du syndicat des copropriétaires. Question récurrente, Stéphane, à quoi sert le fonds de travaux mis en place dans les copropriétés? Alors, le fonds de travaux, ça vise à anticiper le financement des travaux à faire sur la copropriété. L'idée, c'est de planifier. Il est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires, et cette cotisation est payée de la même façon que les provisions du budget prévisionnel. Alors, les sommes versées doivent être supérieures ou égales à 5% du budget prévisionnel. Alors, attention, la constitution d'un fonds de travaux n'est toutefois pas obligatoire dans 2 cas. Le premier cas, c'est lorsque l'immeuble comporte moins de 10 lots de copropriété et que le syndicat des copropriétaires décide à l'unanimité de ne pas constituer de fonds par un vote en assemblée générale. Le deuxième cas, c'est lorsque le DTG ne fait apparaître aucun besoin de travaux pour les 10 années à venir. La dispense vaut alors pour 10 ans, mais on a vu ensemble, et vous l'avez répété tout à l'heure, que le 0 travaux dans une copropriété, ça n'existe pas. Une autre question, Laïli, peut-être? Oui, alors du coup, cette fois-ci, on n'en a pas encore parlé, mais c'est les occupants. Donc, dans le cas du DTG, faut-il toujours réaliser une enquête auprès des occupants? Alors, cette enquête est à nos yeux indispensable afin de recueillir les informations capitales que seuls les habitants de l'immeuble peuvent connaître. Dans le cas des mises en copropriété, suite à une mutation ou une transaction, cette enquête elle est plus rare puisque les occupants, la plupart du temps, ils n'occupent pas encore l'immeuble. Alors dans les autres cas, cette enquête constitue un moyen formidable de prendre contact avec les occupants et de mieux cerner les préoccupations de chacun afin de les intégrer dans la réflexion. Dans le cadre de nos formations, nous fournissons un modèle de questionnaire à remettre aux occupants préalablement aux interventions. Alors du coup, si la personne est nommée pour réaliser ce DTG, Olivier nous a demandé, faut-il une assurance spécifique pour ce type de mission? Alors, oui, Olivier, la loi précise même que le tiers qui réalise le DTG doit justifier d'une assurance, alors ce qui sous-entend une responsabilité civile professionnelle. Il est important 2 choses. Il est important que la mention de DTG figure en toutes lettres sur attestation assurance pour éviter toute déconvenue. On ne retrouvera pas sur attestation assurance le diagnostic technique SRE puisqu'il ne couvre pas pour le même champ de responsabilité. Et puis il est aussi important que le montant de couverture d'assurance soit en corrélation avec les enjeux financiers. Étienne nous envoie une question. Il demandait si lors d'un DTG, on vérifiait le registre de sécurité. Alors, on a tous en tête les événements dramatiques qui sont passés à Londres cet été. Alors, je rappelle que l'article R11-13 du Code de la construction précise que les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution des obligations d'entretien et de vérification en matière de sécurité incendie. Ils doivent pouvoir justifier notamment la tenue d'un registre. Donc oui, le tiers doit vérifier la tenue du registre et notamment sa mise à jour. Bien. Autre question. Qui doit payer les charges l'année de la vente d'un bien en copropriété? Alors, les provisions sur charges et provisions sur travaux sont dues par les copropriétaires en place à leur date d'exigibilité. Ça comprend, y compris pour des travaux votés avant la vente. Alors, en revanche, le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel est à la charge du vendeur. Alors, toutefois, on peut avoir un accord qui intervient entre le vendeur et l'acquéreur qui peut prévoir une répartition de charges différente. C'est le cas d'une négociation. D'accord. Cette fois-ci, on a une question pratico-pratique de Julien. Quel est l'équipement indispensable pour réaliser un DTG? Alors, l'article L131-1 mentionne que le tiers doit posséder les équipements nécessaires au bon déroulement de sa mission. Alors, sans fixer de liste minimum. Alors dans ce contexte, tout le monde aura en tête que quelques outils classiques, un mètre, une boussole, une paire de jumelles, un appareil photo, une torche et bien d'autres encore. Mais attention, sur le plan juridique, on rappelle bien qu'il convient aux 10 tiers de mettre tous les moyens en œuvre pour mener à bien sa mission. Alors ce qui sous-entend que dans certaines missions, on aura nécessité de mettre du matériel en œuvre plus technique. Par exemple, on pourra mesurer la luminosité des cages d'escalier à l'aide d'un luxmètre. Alors l'objectif, c'est de souligner l'accent dangereux du défaut d'éclairage, par exemple, d'une cage d'escalier,
Ou encore, on pourra mesurer le front de carbonation du béton à l'aide de la phénolphtaléine pour déterminer tout risque de corrosion des armatures pouvant présenter un risque pour la sécurité des usagers. On a tous en tête les balcons qui peuvent s'écrouler. Sur le plan contractuel, il est donc indispensable d'identifier les investigations qui sont réalisées et les moyens à mettre en œuvre pour éviter les mauvaises surprises. Alors maintenant qu'on est équipé pour faire le DTG, quels sont les lots à prendre en compte pour respecter la règle des 50 lots en DPE? Alors, la loi ne fait pas de distinguo entre un lot principal et un lot secondaire. Il s'agit donc de tous les lots inclus. Alors, petit rappel, les immeubles collectifs équipés d'un dispositif de chauffage collectif ou de rafraîchissement avaient jusqu'au 1er janvier 2017 pour réaliser ce fameux DPE collectif. Alors si c'est pas fait et si c'est pas le cas, il convient d'intégrer sa réalisation à l'ordre du jour, puisque ce DPE doit être voté lors de la prochaine Assemblée générale. Et attention, seulement une personne certifiée DPE avec mention est autorisée à les réaliser. Bien, on va terminer avec quelques questions. Il est 11h56, on va essayer de tenir les 30 minutes. Donc, on va traiter la question suivante qui nous demande à quelle fréquence doit être réalisé le ravalement de façade d'un immeuble. C'était Jean qui nous avait envoyé cette question-là. D'accord, donc c'était une question qu'on avait reçue par mail, c'est ça? Alors, la loi impose au propriétaire de maintenir en bon état les façades de son immeuble. Elle précise même qu'il faut au moins intervenir une fois tous les 10 ans. Comme le DT. Une autre question. Le syndic est-il obligé d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires? Alors, pour toutes les copropriétés de plus 15 lots, oui, le syndic a l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat et pas au nom du syndic. C'est ce compte qui doit alimenter le fameux fonds travaux. Alors attention, la loi impose aussi que ce compte bancaire soit rémunéré afin d'éviter une décote des sommes bloquées. Et la rémunération de ce compte est acquise au syndicat des copropriétaires. Toujours une question financière. Pourquoi certains copropriétaires payent plus de charges que d'autres? Alors la répartition, elle est différente selon qu'on parle de charges générales ou de charges spéciales. Les charges générales, elles sont réparties en fonction des tantièmes ou des millièmes et elles sont attribuées aux différents lots par le règlement de copropriété. Alors ces charges regroupent par exemple les frais de conservation, les réparations, la réfection d'une toiture, d'un ravalement, l'entretien comme le ménage des parties communes ou la partie administrative, la rémunération de l'administration des parties communes comme les honoraires de syndic. Alors par exemple, c'est pour cette raison que le propriétaire d'un garage qui doit quand même payer sa quote-part des travaux de ravalement de l'immeuble, même s'il ne bénéficie que d'un garage. D'accord. Alors, en revanche, les charges spéciales correspondent aux services collectifs et aux équipements communs. Donc, on prend en compte les ascenseurs, le chauffage collectif, le vide ordures, la distribution d'eau. Elles sont réparties selon l'utilité que ces services et équipements présentent pour chaque lot. Donc, c'est l'utilité potentielle qui compte, peu importe que l'occupant du lot l'utilise ou non réellement. Par exemple, le propriétaire de l'appartement du rez-de-chaussée qui n'a pas besoin de l'ascenseur ne supportera pas les dépenses qui y sont liées, sauf si l'ascenseur dessert un sous-sol, parce qu'on considérera qu'il descend quand même au sous-sol, ce brave homme. Alors de même, ou cette brave femme, de même la quote-part de l'appartement qui se situe au dernier étage sera plus élevée, car l'ascenseur constitue un avantage plus important pour le copropriétaire. Bernard nous avait demandé que deviennent les documents de copropriété en cas de changement de syndic. Alors, en cas de changement de syndic de copropriété, l'ancien syndic doit transmettre tout au nouveau syndic. C'est une obligation, il a même un certain délai pour le transmettre, et il y a la transmission des documents et des fonds d'ailleurs. À défaut, ces éléments peuvent être exigés, et ils peuvent être exigés sous astreinte, avec versement de dommages et intérêts. Alors du coup, on va finaliser cette séance de questions-réponses, que je vois qu'il est 11h59, par une question très intéressante. Selon vous, qu'est-ce qu'un bon DTG ? C'est une question délicate. Alors, pour nous, pour être efficace, un DTG ne doit pas simplement être bien fait. Pour être clair, on doit avoir en permanence le souci de repérer les vrais dysfonctionnements. Le DTG doit
concerner aussi bien les problèmes vécus par les résidents, l'humidité, les bruits, les nuisances liées au stockage d'ordures ménagères, les dégâts des eaux à répétition, que les priorités propres à la copropriété, le ravalement qui est dégradé, la toiture qui fuit. Alors en clair, un bon DTG, il répond aux préoccupations fondamentales des copropriétaires, mais aussi des locataires qui sont usagers. Autre point important, un bon DTG doit permettre et transmettre une vision sur les dépenses de travaux. On doit se projeter et on doit favoriser, surtout on doit accompagner et favoriser leur mise en œuvre. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci. Et merci aux participants. Donc sachez que nous organisons une nouvelle session de formation du 18 au 20 octobre 2017 à Paris sur le thème du DTG. Les objectifs de cette formation sont notamment d'acquérir une méthodologie de diagnostic technique d'un immeuble, de savoir décrire un immeuble et d'en repérer les désordres, d'identifier les écarts aux obligations réglementaires, de s'approprier une grille de diagnostic du bâti, d'établir l'inventaire des travaux préventifs et curatifs, et évidemment d'en évaluer le coût. Donc vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site web, je le rappelle, www.ofib.fr, ou nous contacter par mail à l'adresse suivante, webinar@ofibformation.com. Une excellente formation. Très bonne formation, beaucoup de retours positifs. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire à cette même adresse. Donc ça y est, il est 11h30 passé, ce webinaire s'achève. Midi, pardon. Midi, mince, c'est quand on a c'était démarré. le début. Alors, Midi, c'est la fin. C'est la promesse qu'on avait faite. même. C'est une promesse, on tient toujours nos promesses. Donc j'espère qu'on a pu éclaircir un certain nombre de points. Merci à tous pour votre écoute et avant de se quitter, je vous invite à suivre notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains webinaires. Nous aborderons différentes thématiques comme l'assurance construction, l'obligation de formation des professionnels de l'immobilier, les modes amiables de règlement des litiges ou encore le BIM et bien d'autres sujets encore. Bonne journée, à bientôt sur notre chaîne et rendez-vous lors de nos prochains webinaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les adresser et on sera un plaisir d'y répondre et de communiquer à tous les réponses. Voilà, merci à tous, au revoir. Au revoir.